Madame, Monsieur, chers amis, bonjour. Je voudrais revenir un peu sur le tard, sur la mort du président tchadien Idriss Déby Itno. Non pas pour pérorer sur les circonstances exactes de cette dernière, comme beaucoup l'ont fait ou continuent de le faire, à longueur de journée et de nuit, en ne s'intéressant davantage qu'à la forme. Je voudrais en dégager les raisons de fond. Parce que front ou pas front, Idriss Déby Itno a été assassiné. Exactement comme l'ont été avant lui de nombreux hommes politiques et présidents africains tels Ruben Oumniobé ou autre Félix Roland Moumié du Cameroun, tels Ngarta Tombalbaye du Tchad, Sylvanus Olympio du Togo, Patrice Lumumba du Congo, Thomas Sankara du Burkina Faso, Laurent Désiré Kabila de la RDC, etc., etc. Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire est l'un des rares à avoir miraculeusement été épargné. Idriss Déby Itno, celui-là même qui avait pris le pouvoir avec le soutien de la France, était vraisemblablement devenu très gênant pour les intérêts de cette même France. Il a donc été assassiné, comme le seront probablement certains autres. Il en sera ainsi aussi longtemps que nous, Africains subsahariens francophones, n'aurons pas compris ce qui se joue derrière ces drames provoqués hier par l'ennemi extérieur, entretenus aujourd'hui et probablement exécutés demain par nous-mêmes Africains. Ce qui les rend encore plus bouleversants, voire pitoyables. Il faut savoir que de tous les pays colonisateurs qui s'abreuvaient en Afrique à la fin des années 50, et à qui les Nations Unies demandaient de partir et de libérer le continent, c'est la seule France qui n'était jamais partie. Elle était restée en mettant ses possessions sous les fourches caudines d'une néocolonisation bien formelle, au sein de laquelle elle avait fait signer aux premiers dirigeants de ces ex-colonies de scélérats accords de coopération et de défense qui maintiennent ces dernières sous sa tutelle prédatrice. Depuis près de 60 ans, c'est ce pays qui choisit, installe, parraine, adoube et soutient tout ce qui se succède à la tête de ces États et qui ont pour principale mission celle d'y préserver les intérêts de la France. Ceux des dirigeants qui s'en écartent sont presque systématiquement tués. Ça ne semble aucunement déranger ces chefs d'État francophones d'Afrique de savoir qu'en France, depuis au moins le début de la Ve République, tous les présidents français qui meurent décèdent de vieillesse, de maladie ou des deux, tout simplement. Au moment où parallèlement, eux et leurs pères sont pour la plupart du temps assassinés. Et que derrière la plupart de ces drames se trouve souvent un pays, la France. Un pays 2 fois plus petit que le Tchad.
Le pire est que lors de ces incessants changements de régime en Afrique francophone, sanglants pour la plupart, la France n'a cessé progressivement d'encourager et d'adouber des pouvoirs qui ressemblent de plus en plus à des dynasties, c'est-à-dire tous ces fils de présidents, corvéables à merci, qui succèdent à leur père. Au Tchad, comme on vient de le voir, mais aussi hier au Togo et avant-hier au Gabon. Demain, très certainement en Guinée équatoriale, parce que tout semble avoir été fait pour que Théodorine Nguema Obiang Mangue, le vice-président, succède à son père. Au Cameroun voisin, on parle de plus en plus d'un Franck Emmanuel Biya que l'on préparerait à la succession de son père. Une information de coulisses qui rend jubilatoire quelques Camerounais, mais qui forcément fait aussi exploser de rage quelques autres. Même si, selon nos sources, le président Paul Biya aurait déjà laissé entendre, au détour d'une conversation à ce sujet, que le Cameroun n'est pas une dynastie. Nous restons quand même un peu dubitatifs du fait des incertitudes qui planent généralement au-dessus des déclarations des hommes politiques. Cela fait donc bien des décennies que durent tous ces drames en Afrique. Et ils dureront aussi longtemps que les néocolonisés de la France que nous sommes n'auront pas compris et appliqué trois choses. La première est que lorsqu'on est dominé par un prédateur et qu'on veut le tenir à une distance respectable de son devenir et de ses richesses, l'on devrait s'arranger à se rapprocher d'autres puissances qui sont loin d'être ses amis. Comme au temps de la guerre froide. C'est ce qui a été conseillé au président centrafricain Faustin Archange Touadéra, et c'est en train de marcher. Le petit Cuba des frères Castro, par exemple, avait résisté à l'hégémonie de son puissant voisin, les États-Unis d'Amérique, parce qu'il avait comme principal soutien l'URSS. La deuxième chose est que, fort de ces puissants soutiens extérieurs, rivaux aux prédateurs, il faut en profiter pour se bâtir une armée nationale capable de défendre les frontières et les intégrités des territoires. C'est ce que s'efforce de faire Paul Biya au Cameroun. Le Cameroun détient de valeureuses et loyales et même fidèles forces de défense du territoire qui font rêver de nombreux autres pays africains francophones. Parce que le scandale, voire la honte, est que 60 ans après leur fameuse indépendance, certains pays africains anciennement colonies françaises, dont de nombreux ressortissants ont pourtant significativement et héroïquement aidé la France à se libérer de l'Allemagne nazie, n'ont toujours pas été capables de constituer des armées nationales capables de défendre l'intégrité de leur propre territoire. Le pire est qu'ils se retrouvent depuis des années comme contraints d'accepter la présence sur leur territoire des bases militaires de l'ancien colon. Des pays où l'on voit parfois des soldats français, armes à la main, menacer, voire tuer en toute impunité des Africains parfois désarmés. Comme en Côte d'Ivoire par exemple, au moment de la crise post-électorale avec Gbagbo et Ouattara.
À l'instar de la Côte d'Ivoire, justement, d'autres pays comme le Sénégal, le Togo, le Tchad, le Gabon, etc., apparaissent comme de vraies possessions françaises d'Afrique subsaharienne. Emmanuel Macron, le président français, en faisait encore la démonstration tout récemment en ce qui concerne le Tchad. Sur le sol tchadien, par la déclaration suivante: la France ne laissera personne menacer l'intégrité du Tchad. Fin de citation. Les dirigeants français ne se cachent même plus. En réalité, ils n'en ont vraiment plus besoin puisque c'est connu de tous que si la France est devenue si riche, si elle est une grande puissance, c'est en grande partie grâce aux ressources naturelles humaines et aux matières premières qu'elle vole, pille, prend gratuitement ou achète à petit prix en Afrique depuis des siècles de traite négrière, de colonisation et de néocolonisation. Il est clair que si la France perd l'Afrique, elle redeviendra une puissance moyenne, voire beaucoup moins que cela, avec des conséquences désastreuses, incalculables sur la paix sociale. C'est la raison pour laquelle, pour ne pas sombrer, les responsables politiques français font tout pour maintenir l'Afrique sous son giron. Or, il faudrait absolument que les Africains francophones, économiquement asservis et militairement ceinturés, réagissent s'ils ne veulent pas rester définitivement spectateurs de leur destin et du devenir des terres de leurs ancêtres. Exactement comme le sont restés les Amérindiens d'Amérique, les Aborigènes d'Australie et les Maoris de Nouvelle-Zélande. Ainsi, la troisième chose à faire pour sauver notre Afrique face aux prédateurs est de commencer par procéder nous-mêmes à la transformation de l'essentiel de nos matières premières et ressources naturelles en des produits finis, semi-finis et commodités qui nous permettront de subvenir à l'essentiel de nos besoins. C'est la principale clé de voûte qui nous ouvrira les portes de notre liberté. Un peuple n'est libre que lorsqu'il arrive à résoudre lui-même l'essentiel des problèmes auxquels il est confronté. Sinon, il reste un peuple mendiant, soumis et esclave des autres. Le mépris avec lequel les autres nous regardent vient exactement du fait d'avoir été battus et rendus esclaves. De ne pas pouvoir sortir de cette situation puisque nous continuons de nous présenter aux autres, aussi bien chez eux que chez nous, depuis des décennies, comme de continuels demandeurs d'asile, comme d'éternels mendiants, comme de sempiternels demandeurs d'emploi. Depuis des siècles, nous regardons passivement les autres venir puiser, piller, voler, acheter à vil prix ou prendre presque gratuitement les ressources et matières premières qui abondent chez nous, qui les ramènent chez eux pour les transformer en produits finis, commodités et services divers, donnant en même temps du travail à leurs concitoyens, et revenir nous les vendre sans que cela nous parle. Nous sommes même régulièrement très heureux de pouvoir les acquérir avec une indéfinie jubilation, nous en vantant parfois de manière très ostentatoire, sans pouvoir ou vouloir se poser d'autres questions. À quel moment les Africains, de façon massive, vont-ils pouvoir prendre conscience des priorités absolues qui sont les leurs? À quel moment? C'est tout simplement malheureux. Lorsque vous arrivez, par exemple, dans un pays comme le Cameroun, qui regorge de beaucoup plus d'intelligence que tous les autres pays africains francophones, vous trouvez ces dernières en train de s'insulter, en train de parler des gens et non des idées,
en train d'insulter les forces nationales de défense et de sécurité, en train de vociférer sur des problèmes de surface et non sur ceux de fond. Vous les trouverez actives sur des sujets relatifs à l'alcool, au sexe, au meurtre, au sang, et non sur les priorités absolues que sont, entre autres, la maîtrise des sciences ainsi que de la technique qui peuvent nous permettre de trouver des solutions à nos maladies et de transformer les nombreuses ressources naturelles en des produits, des services, des commodités liés à nos besoins essentiels. Bonsoir. Bonsoir à tous.